Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, les déclarations d'Alexandre Orlov, recueillies par Omerta il y a presque un an, résonnent plus que jamais avec l'actualité. Paix, stratégie, enjeux géopolitiques, redécouvrez les moments forts de cet entretien exceptionnel, sans détour, ni langue de bois. Je vous souhaite un très bon visionnage. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Thank you very much, Emmanuel. Commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Nous savons déjà que depuis le début du conflit, la France, de facto, est un pays co-belligérant, puisqu'elle livre des armements aux Ukrainiens. Maintenant que les Ukrainiens ont reçu des missiles de longue portée et qu'ils peuvent les utiliser contre les Russes, ce sont des spécialistes français, britanniques et américains qui sont sur place pour programmer ces missiles, puisque les Ukrainiens ne peuvent pas les programmer. C'est-à-dire le choix des cibles, le lancement de ces missiles contre la Russie se passe avec la participation directe des Français, des Britanniques et des Américains. On est déjà dans une guerre mondiale finalement. Écoutez, la France est très largement impliquée dans cette guerre contre la Russie. Et ce que dit M. Baron, je crois, Oui, Jean-Noël Barrot. écoutez, les Russes, on ne prend pas ça au sérieux. De toute façon, ça ne peut pas changer le cours du conflit, le cours de la guerre. Vous savez qu'actuellement, les troupes russes avancent d'une façon constante au Donbass pour libérer entièrement les régions, 4 régions, c'est les régions de Donbass, de Lugansk, de Kherson et de Zaporozhye, qui ont rejoint depuis la Fédération de Russie. Et le président Poutine a mis comme objectif de libérer entièrement ces régions jusque leurs frontières administratives avec d'autres régions de l'Ukraine, ce que nous sommes en train de faire. Et nous progressons. Il y a eu cette incursion ukrainienne dans la région de Koursk. Maintenant, ils subissent là des pertes très 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 lourdes et je crois que d'ici peu, ils vont être chassés de cette région aussi. Et le président Poutine, justement, a dit attention, si vous continuez à tirer sur la Russie avec des missiles de longue portée, nous allons répondre, et pas uniquement sur l'Ukraine, mais aussi sur les installations militaires des pays qui ont autorisé de lancer ces missiles contre nous. C'est-à-dire les États-Unis, leur installation militaire en Europe, la Grande-Bretagne, la France sont menacées par les frappes de riposte. Vous avez une longue carrière de diplomate, diplomate en France, donc vous avez côtoyé ces politiques. Qu'est-ce qui explique leur détachement par rapport à la réalité, je dirais, du terrain et de votre analyse pour le coup? Écoutez, moi, c'est vrai que j'ai consacré pratiquement toute ma vie à des relations franco-russes. Pendant 46 ans, j'ai travaillé dans les affaires bilatérales. J'ai commencé sous Pompidou, j'ai terminé sous Macron. Alors j'ai vu tous ces 7 présidents français. Et je peux dire que malheureusement, le niveau des présidents, le niveau des hommes d'État français baissait continuellement. C'est-à-dire après Chirac, il y a eu vraiment une nette rupture. C'est une autre génération qui est venue au pouvoir. La génération qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, puisque aussi bien Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, ils ont connu la guerre, ils ont même participé à cette guerre, ils savaient ce que c'est une guerre.
Pour les autres, c'est quelque chose de complètement virtuel, un peu infantile. Et je pense que aujourd'hui, je suis vraiment sidéré par l'ignorance des hommes d'État actuels de l'histoire de l'Europe et de la Russie tout à fait récente. Je crois qu'ils ne comprennent pas la nature du conflit. Ils parlent des conquêtes territoriales russes en Europe. C'est ridicule. La Russie, déjà, le plus grand État du monde. On n'a pas besoin des terrains. On a la moitié de nos superficies qui est très peu peuplée. On n'a pas besoin de terrain. Mais, alors, je crois que l'origine de ce conflit remonte, il y a 30 ans, à la fin de l'Union soviétique. Le 25 décembre 1991, Mikhail Gorbatchev, qui était le dernier président de l'Union soviétique, a démissionné. Et avec lui, l'Union soviétique a pris fin. L'État s'est éclaté. S'est éclaté en 15 États indépendants, qui étaient avant des républiques, qui vivaient ensemble depuis 1922 et même bien avant. Vous savez que l'Ukraine et la Russie, c'était... quand le Poutine dit que les Russes et les Ukrainiens, c'est le même peuple, il a complètement raison. C'est le même peuple. On a des millions de familles mixtes. C'est tellement intermêlé entre nous que, reconnaître, bien sûr, nous sommes prêts à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine, sa souveraineté, mais au moment de l'indépendance, il fallait bien corriger des frontières, parce qu'il y a des terres russes, habitées par les Russes, qui étaient rattachées à l'Ukraine au sein du même État. Et les frontières administratives, ce sont des frontières administratives, comme aujourd'hui entre les régions de France. Vous les traversez sans remarquer. C'était la même chose au début. Et je crois que si les Ukrainiens étaient plus intelligents, il aurait fallu faire de l'Ukraine un État fédéral, puisqu'il y a plusieurs ethnies qui vivent dans cet État composite. Il y a les Russes qui sont la majorité, il y a des Hongrois, il y a des Polonais, il y a des Roumains. Alors il aurait fallu donner à tous ces gens, tous ces peuples, une certaine autonomie culturelle, qu'ils puissent parler leur langue. Et ceci n'a pas été fait. Ça va à rebours de tout le narratif qui est fait aussi au niveau politique, je dirais français, même occidental, qui fait de l'Ukraine une entité une, indivisible et un État complètement indépendant. J'ai déjà dit que malheureusement, ces gens ne connaissent pas l'histoire. Il faut qu'ils lisent un peu l'histoire, les manuels d'histoire, pour savoir que l'Ukraine, c'était un État, comme État-nation, n'a jamais existé. Jamais existé. Le nom même Ukraine, c'est Ukraine, la limite. C'était la limite de la Russie, tout simplement. C'était la frontière de la Russie avec le monde extérieur. Et nous, on n'a rien contre l'Ukraine. Mais si ils ont choisi à ne pas respecter les particularités des nationalités qui vivent au sein de l'Ukraine, il fallait venir à leur secours. Et là, je peux faire une certaine parallèle avec la France et l'Algérie. Vous savez qu'à un certain moment, en 1962, la France est partie de l'Algérie. Elle a lâché, elle a quitté tous les Français qui habitaient en Algérie, des harkis qui travaillaient avec eux, qui étaient complètement abandonnés. Le général de Gaulle a dit « je vous ai compris », a fait le contraire. Poutine a été placé dans la même situation, puisque en Ukraine, qui est devenu un État indépendant, il a eu des millions de Russes dont les droits n'ont pas été respectés par les autorités de Kiev. Il a dit, écoutez, il faut quand même respecter leurs droits. Et on a fait les accords de Minsk. Les accords de Minsk qui ont été signés en 2014 en présence de Hollande et Merkel, qu'ils ont garanti, oui, ces accords seront appliqués. Ils n'ont été jamais appliqués. Et pire encore, après que la Russie a lancé cette opération spéciale, Merkel et Hollande ont reconnu que de toute façon, ils ont signé ces accords pour donner du temps à l'Ukraine pour se armer et se préparer à la guerre contre la Russie. C'est incroyable. Comment voulez-vous qu'après, on a la moindre confiance à nos partenaires occidentaux? Alors, je crois que Poutine a très bien compris. Bon, il me reste la seule façon de défendre ces Russes
en Ukraine, c'est intervenir de force. Il a lancé cette opération spéciale, pas une guerre, mais opération spéciale pour venir au secours des Russes qui habitent à l'est de l'Ukraine, pas aller au-delà. Si tout continue comme aujourd'hui, on se dirige vers une troisième guerre mondiale, et on en parle de plus en plus, librement. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Et puis, ou bien, justement, on dit d'accord, on s'accepte, et on passe à la coexistence entre différents systèmes. Vous savez, j'ai lu le tweet qu'a envoyé le président Macron au président Trump après son élection. Il a dit « Travaillons ensemble avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition. » Ben, voilà la formule. Il faut respecter les convictions de l'autre, il faut le respecter et travailler avec lui. De toute façon, l'Europe ne pourra jamais changer de force la nature de la Russie. Nous avons notre propre culture politique. On a tous les instituts démocratiques qu'on veut. Et moi aussi, moi quand même, j'ai vécu la moitié de ma vie à l'Union soviétique. Et la France d'aujourd'hui me rappelle beaucoup l'Union soviétique de l'époque, puisqu'il y a la dictature de la pensée unique. En France, c'est la pensée unique. Vous devez dire ce que vous avez entendu à LCI ou ce que vous avez lu dans Le Monde. Si vous dites le contraire, vous êtes un dissident, vous êtes mort socialement. C'est la mort sociale. C'est ça. Est-ce que c'est une démocratie? Non, c'est un État totalitaire de ce point de vue. C'est-à-dire, il ne faut pas entrer dans la matière de la démocratie, puisque je peux trouver beaucoup de choses qui seront déplaisantes, hélas, pour vous. Mais il faut s'accepter tel que nous sommes et vivre en paix. Chacun a ses propres objectifs de croissance antérieure, etc. Au lieu d'essayer d'imposer ses lois, ses valeurs aux autres. Et là, je crois que ce qu'il y a du bien avec l'arrivée de Trump, c'est que d'abord, la victoire de Trump, c'est la défaite des néoconservateurs qui étaient au pouvoir aux États-Unis depuis des années et des années. Et pour qui, justement, Poutine, c'est un homme à abattre. C'était Obama, c'était tous ces gens-là, Biden, Blinken et toute la compagnie. Ils étaient balayés maintenant de la Maison-Blanche. Puis, la deuxième victoire, Trump et les gens qu'il a déjà pressentis pour occuper des postes ministériels, ce sont des gens qui ont des valeurs traditionnelles. Ils sont catholiques, ils ont les mêmes valeurs que nous, les valeurs traditionnelles. C'est-à-dire, la victoire de Trump, c'est la défaite des wokismes qui a été exporté en Europe, on l'a vu plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a plusieurs, si vous voulez, éléments positifs qui présagent une évolution positive possible, encore une fois possible, parce qu'il y aura toujours des forces qui voudront ne pas permettre cette évolution. La Russie, son économie, a beaucoup mieux résisté à ces sanctions que l'Europe. Moi, je vois ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Russie. Cette année, la croissance de l'économie russe va être de l'ordre de 4%. De 4%. Certes, il y a une inflation qui est assez forte, mais alors le fait qu'une certaine... pas toutes les entreprises sont parties, quand même, il y en reste encore une dizaine d'entreprises françaises qui sont toujours présentes sur le marché russe, mais les autres qui ont parti, leurs affaires ont été reprises par les entrepreneurs russes. Et ça continue. Si vous allez aujourd'hui à Moscou, vous allez voir que tout marche. Rien n'a changé, complètement rien n'a changé. Et moi, je pense que ces sociétés que vous avez citées, après que la guerre sera terminée, voudront bien revenir, mais leurs places sont déjà prises. Ils ne pourront plus revenir en Russie. C'est eux qui vont perdre. Maintenant, ce sont les Européens qui sont les perdants dans... Je pense que les premiers perdants des sanctions, ce sont les Européens. Regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne qui était une puissance industrielle, qui était vraiment le vrai locomotive économique de l'Europe, elle est presque ruinée. Regardez, Volkswagen doit fermer, je crois, 3 usines. Ça n'était jamais arrivé depuis la création de la société. Les autres sociétés aussi, l'économie allemande, vraiment, elle n'a aucune croissance. C'est presque même la récession. On n'a jamais vu ça. Pourquoi?
Parce que les Allemands ont préféré le gaz de schiste américain 3 fois plus cher que le gaz russe. Le gaz russe qui permettait cette croissance économique à l'Allemagne, pour les intérêts de tout le monde. Pour les Allemands, mais aussi pour la Russie. Aujourd'hui, la Russie vend les mêmes produits, le gaz, le pétrole, à d'autres pays, et alors elle gagne autant d'argent que par le passé, mais par d'autres circuits, tout simplement. Notamment par l'Inde, où ils vendent le par pétrole. l'Inde, qui est le plus grand importateur du pétrole russe aujourd'hui. La Chine achète énormément, il y a beaucoup de pays qui nous achètent. Regardez, nous avons d'excellentes relations avec, je dirais, le monde entier, sauf ceux qui ont pris des sanctions contre nous. On a d'excellents rapports avec les pays du Proche-Orient. L'Arabie saoudite est devenue un des partenaires le plus proche de la Russie. Il a rejoint l'année dernière BRICS. Ce sont quand même, la Russie et l'Arabie saoudite, ce sont les plus grands producteurs du gaz au monde. Non, mais je crois que je comprends les Américains. Eux, ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Mais les Européens, ils ont tout perdu, ils n'ont rien gagné. Puisque l'objectif, un des objectifs stratégiques de l'Amérique, a été de ne pas permettre le rapprochement entre l'Europe et la Russie, puisque ensemble, l'Europe et la Russie sont plus forts économiquement que les États-Unis.